Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Eva Claude et intitulée Défi version anglophone, un programme de français sur mesure pour vos apprenants. Donc, nous sommes heureux de faire intervenir Eva Claude. Laissez-moi vous la présenter très brièvement. Donc, Eva Claude a complété sa formation initiale. Donc, elle a suivi un cursus à Sciences Po à l'École normale supérieure par un master 2 en didactique des langues et des cultures. Elle est passionnée par l'interculturel et les langues étrangères. Elle a été en poste plusieurs années dans le réseau culturel français à l'étranger, puis dans des organismes de formation en France où elle a continué à promouvoir la francophonie auprès d'apprenants étrangers. Elle est maintenant déléguée pédagogique et commerciale auprès des éditions Maison des Langues, en priorité pour le réseau Alliance et Institut français au niveau international. Donc voilà, je vous laisse en compagnie d'Eva Claude et c'est elle qui répondra donc à toutes vos questions en fin de session. Bonne rencontre virtuelle à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis heureuse d'être avec vous en cette fin d'après-midi, en tout cas sur le fuseau de Paris, pour vous présenter donc notre dernière nouveauté, Défi, mais cette fois-ci en version anglophone. Donc un programme de français qui est sur mesure pour vos apprenants anglophones de langue maternelle ou qui ont pour connaissance la langue anglaise qui peut servir de langue tierce dans leur apprentissage du français. Alors, nous allons commencer tout de suite. Hop, et nous allons passer donc à cette diapositive tout d'abord, puisque comme vous le savez peut-être, avant Défi version anglophone, nous avions donc Défi édition internationale, donc qui est une collection qui continue bien sûr à exister, mais dont Défi anglophone est issu. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette collection Défi, donc c'est une collection qui est intégrale, qui est complète, qui va du niveau A1, donc grand débutant complet, jusqu'au niveau C1, niveau avancé. Et c'est d'ailleurs la première fois que les éditions Maison des Langues se sont lancées sur un niveau avancé, parce qu'il y avait de plus en plus de demandes concernant ce niveau. Donc c'est une collection de façon générale qui a pour leitmotiv la culture. Donc, la culture est vraiment au centre de l'apprentissage et démarre même l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a renversé un petit peu l'unité pédagogique habituelle et donc la partie culturelle qui souvent arrivait plutôt à la fin des unités, eh bien ici est basculée en tout début d'unité dans une double page découvrir. Donc ça, c'est une des spécificités de cette collection Défi, de faire découvrir la culture française et plus généralement l'ensemble des cultures francophones et d'utiliser vraiment cette entrée de la culture comme glissement vers la langue. On commence par là et petit à petit, on va tirer les fils vers les parties linguistiques pures comme la grammaire, le lexique, etc. C'est aussi une collection qui est intéressante parce qu'elle est actionnelle, mais vraiment actionnelle. Beaucoup de méthodes se réclament de l'actionnel. Mais donc ici, vraiment, l'apprenant, il va être sollicité en permanence dans cette collection. Il va être sollicité de façon individuelle, pour du travail en binôme, pour du travail en équipe. On va solliciter son expérience, on va solliciter son vécu, vraiment qu'il soit au centre de son apprentissage, qu'il soit acteur et qu'il y prenne plaisir. Également, toute la partie grammaire suit la perspective actionnelle. Donc, on a affaire à une grammaire qui est inductive et à un lexique dont l'organisation est un petit peu revisitée pour être présentée de façon innovante à travers des cartes mentales, à travers des nuages de mots, à travers des paniers de lexique. Tout ça, c'est un petit peu tous les points forts de cette collection Défi édition internationale. Et tous ces points forts, on les a conservés et on a ajouté d'autres éléments importants qui vont justement venir aider vos apprenants anglophones. Alors, ici, justement, vous avez cette version anglophone qui est donc la déclinaison, vous l'avez bien compris, de ce que je viens de vous présenter en amont, qui était Défi édition internationale.
Alors, vous voyez tout d'abord visuellement hein, des petites modifications. On garde l'illustration principale de ce visage qui pense. Et puis, vous avez donc le titre qui demeure le même, défi. Vous observez que ce titre n'est pas de la même couleur que le défi édition internationale et également que le chiffre 1 comme le niveau A1 n'est pas également dans la même couleur que l'édition internationale. Donc, ça vous permet de repérer les deux éditions différentes. Et puis également, en bas de la couverture, je ne sais pas si vous arrivez à lire, French Course for English Speakers, Students Book. Donc là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. On est bien dans deux livres physiques distincts et donc vous pouvez les distinguer par la couverture. Également, donc, vous savez que la carte d'identité, si je puis dire, d'un livre, c'est son ISBN, hein, c'est le numéro de référence. Donc, ce numéro de référence est aussi différent, qu'on soit sur Défi 1, édition internationale, monolingue, tout en français, on y reviendra, ou dans le Défi 1, édition anglophone, l'ISBN est donc distinct. Alors, hormis ces quelques petits éléments pratiques, visuels, de couverture et numéros de référence, qu'est-ce qui change? En quoi consiste cette déclinaison de l'édition internationale vers l'édition anglophone? Ce qui change, c'est dans cet ouvrage, qui, je le précise, est disponible qu'au niveau A1. Donc, ce défi version anglophone concerne uniquement les niveaux grands débutants. C'est un choix éditorial que nous avons fait parce que nous considérons qu'au niveau grand débutant, débutant complet, il peut être intéressant donc d'avoir une édition qui ne soit pas entièrement monolingue, tout en français, mais également avec un peu de langue maternelle de l'apprenant, ou en tout cas une langue tierce qui leur est bien connue, en l'occurrence ici l'anglais. Alors, la présence de l'anglais dans cette méthode, donc au niveau du livre de l'élève, elle va passer notamment par les énoncés. Les énoncés, les instructions, les consignes, on les appellera comme on voudra, qui parfois sont un frein à la compréhension des apprenants. C'est vrai que quand on apprend une langue étrangère et qu'on se retrouve face à un manuel où tout est entièrement dans la langue cible, ben, c'est parfois un peu, on a des élèves qui sont un petit peu en panique, qui ne sont pas sûrs de ce qu'on attend d'eux, ça peut faire un petit peu peur. Donc, ça a une vertu un petit peu rassurante d'avoir les énoncés traduits. Vous les aviez déjà dans Défi Édition Internationale, dans la version en ligne. Vous aviez la possibilité d'avoir les énoncés. Mais dans la version physique, tout était exclusivement en français. Alors, il est vrai qu'on recommande toujours un travail en amont sur les consignes, hein, ça fait partie des premiers cours dans la classe, mais il est vrai que les élèves, quand ils se retrouvent seuls, entre guillemets, face à leur manuel, quand ils travaillent en autonomie ou post face-à-face pédagogique, eh bien, ils ont le livre uniquement en français. Et donc, voilà, le fait d'avoir les énoncés en anglais, ça peut être une réelle aide. Donc, ça, c'est la première présence de l'anglais dans le livre. Également tout ce qui est grammaire, hein. On le sait, on a fait maintes études sur la question, beaucoup de choses aussi sont parues là-dessus. La grammaire actionnelle implique une grammaire inductive. Alors, c'est reconnu pour tout un tas de principes positifs, hein, la grammaire inductive. Donc, pour rappel, c'est l'opposé d'une grammaire qui serait délivrée de façon magistrale, c'est-à-dire que la grammaire inductive, elle va passer par l'étude de la signification, du sens de documents déclencheurs, et c'est à partir de là qu'on va repérer un certain nombre d'occurrences et qu'on va émettre des hypothèses sur la règle grammaticale que petit à petit, on va venir formaliser avec les apprenants et systématiser. Donc ça, c'est la grammaire inductive. Il est vrai que les apprenants anglophones, d'une façon générale, bien que bien sûr il y ait des exceptions, ont une connaissance un petit peu plus limitée de la grammaire, y compris de la grammaire dans leur propre langue. Et donc, le fait d'avoir des explications grammaticales, donc un sujet avec lequel généralement ils sont peu à l'aise, et ce en plus entièrement en français, et en plus dans une perspective inductive, peut être un petit peu difficile pour les apprenants. Vous m'excusez, je suis un petit peu malade. Donc,
le fait d'avoir ces éléments-là en anglais est une réelle aide. Donc, à la fois au niveau du tableau de grammaire qui va être présent directement dans les leçons. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent Défi Édition Internationale, passez la double page découvrir, qui est la double page culturelle. Vous avez ensuite deux doubles pages avec des documents déclencheurs où on va venir travailler le sens, puis la grammaire. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un certain nombre de tableaux de formalisation de grammaire. Donc cette fois-ci, ces tableaux-là, vous allez les trouver en anglais. Les explications, tout le paratexte autour du tableau de grammaire va être en anglais et vous allez en voir des exemples dans un instant. Donc, la présence de l'anglais dans les énoncés, dans les tableaux de grammaire et également pour la grammaire, vous savez que vous avez un précis à la fin de la méthode. C'était le cas dans l'édition internationale et on va le retrouver également dans l'édition anglophone, un précis qui cette fois-ci est rédigé entièrement en anglais. Donc les précis, hein, vous le savez, il y a toujours un petit peu de métalangage. On essaie toujours de le limiter, de l'adapter au niveau des apprenants, mais malgré tout, on a toujours un précis qui est en langue cible. Donc là aussi, pour fournir une aide à vos apprenants anglophones, le précis est entièrement en anglais. Donc ça a pour vertu évidemment de rassurer les apprenants d'avoir donc cette grammaire expliquée dans leur langue. Les traductions, ça passe aussi par un glossaire qui est bilingue, qu'on va retrouver à la fin de la méthode. Alors, là encore, hein, pour tout ce qui est études lexicales dans la collection Défi, on est dans l'actionnel, donc on n'est pas dans une approche dictionnérique du tout. Néanmoins, et j'aurai l'occasion d'y revenir dessus, au-delà de la collecte des mots que les apprenants vont pouvoir faire par eux-mêmes de façon à faire leur propre liste de mots de vocabulaire et ainsi mieux le retenir, le fait d'avoir un glossaire bilingue en fin du livre va là aussi fournir une aide avec à chaque fois une référence à l'unité dans laquelle les mots sont utilisés. Donc là aussi, pour une utilisation autonome, voilà, c'est pratique d'avoir ce glossaire. Donc ici, sur cette diapositive, vous avez donc les éléments principaux de la déclinaison de la version anglophone. Quels sont les éléments que vous allez trouver en langue maternelle ou en langue tierce dans l'ouvrage en version physique? Alors, donc là, on a parlé du livre de l'élève. Maintenant, à l'écran, vous avez donc le cahier d'activité, le workbook. Donc, le workbook, là aussi, hein, visuellement, vous voyez qu'il n'est pas de la même couleur que le cahier d'activité de l'édition internationale. Hein. Il est orange ici avec le numéro en noir et également vous retrouvez cette mention, hein, A French Course Book for English Speakers. Donc, même remarque que précédemment, l'ISBN, donc la carte d'identité du livre, si je puis dire, est là aussi différente de l'édition internationale. Donc, bien faire attention quand vous commandez, que vous achetez l'ouvrage, est-ce que vous voulez l'édition internationale ou bien l'édition anglophone. Et là aussi, toujours la même chose, le cahier d'activité en version anglophone, il est que pour le niveau A1. À côté, vous retrouvez le Teacher's Book, donc le guide pédagogique. Et alors là, à l'inverse, le guide pédagogique, il reste monolingue et il est le même pour l'édition internationale ou pour l'édition anglophone, puisque les activités sont les mêmes. C'est les traductions, toutes ces aides qui sont à côté, le fait qu'on passe d'un livre monolingue à un livre qui est bilingue, mais les activités en elles-mêmes demeurent inchangées. Voilà un petit peu à quoi ressemble cette édition anglophone. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on creuse un petit peu la question ensemble de la place de la langue maternelle et des traductions en classe de FLE. Parce que ce n'est pas encore si commun que ça d'avoir des maisons d'édition internationales qui proposent des éditions en bilingue. Et donc, ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre avis sur la question. Quel est l'usage de la langue maternelle que vous faites dans la classe de français et quel est l'usage des traductions? Alors, pour cela, vous allez avoir un premier sondage qui va s'afficher à votre écran. Donc, vous allez pouvoir y répondre.
Alors, ça va prendre peut-être quelques secondes et puis vous allez voir afficher la question. Voilà. Je crois que tout le monde à présent peut la voir. Donc, je la lis en même temps à voix haute. Est-ce que lors de votre formation pour devenir enseignant, donc vraiment lors de votre parcours d'études à vous, pour devenir enseignant de langue, est-ce que vous êtes passé par des cours ou des tests visant à la traduction de textes? C'est toujours intéressant de revenir à son propre parcours. Vous, quand vous étudiez pour devenir enseignant de langue, est-ce qu'à votre époque, est-ce qu'au moment de vos études, vous aviez des cours, des tests qui visaient à évaluer votre capacité à traduire des textes, ou bien est-ce que votre enseignant passait par des traductions? Ok. Alors, c'est intéressant vos réponses. Vous êtes donc 20% à me répondre oui. Oui, on utilisait la langue maternelle ou des traductions et non à plus de 80%. Donc, une très forte majorité pour ne pas avoir recours à la langue maternelle et à la traduction. Donc, c'est intéressant parce que nous allons faire un petit peu d'histoire de la didactique par la suite. Et donc, on va voir que la place de la langue maternelle en cours de langue a beaucoup évolué à travers les dernières décennies. Vous allez avoir maintenant une deuxième question qui va s'afficher, un deuxième sondage qui va s'afficher sur votre écran, toujours dans l'objectif donc, de creuser cette thématique de la langue maternelle. Donc, votre enseignant de langue avait-il recours à votre langue maternelle lors d'explications? Donc là, on n'est plus sur les traductions, on est vraiment sur la partie d'explication. Donc, on n'est plus sur les exercices de type thème, version. Est-ce que votre enseignant traduisait ponctuellement quelques mots pour ne pas bloquer la communication et notamment donc, les explications grammaticales, par exemple? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et puis, on va voir s'afficher les résultats. 100%. Donc là, c'est intéressant, hein. Donc, votre enseignant avait recours à la langue maternelle lors d'explications. Voilà. Donc, pour la totalité des personnes. Donc, finalement, si je résume les résultats de ce sondage, au niveau de la traduction, seulement 20% d'entre vous avaient fait des exercices au cours de votre formation de type thème ou version. Et en revanche, vos enseignants, par contre, avaient recours ponctuellement à la langue maternelle pour fournir des explications. Très bien. Alors, on va fermer ce sondage et justement, on va revenir un petit peu à l'histoire et de voir un petit peu à travers le temps quelle a été cette place de la langue maternelle. Alors, un petit instant, la diapositive suivante devrait s'afficher et la voici. Donc, dans un premier temps, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une traduction, hein. Tout bon raisonnement commence par définir les termes, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai choisi une définition de la traduction qui soit la plus neutre et la plus objective possible. C'est une définition du linguiste Carey, que vous connaissez peut-être, et qui définit la traduction comme une opération qui cherche à établir une équivalence entre deux textes exprimés en des langues différentes. Alors, c'est vraiment une définition la plus objective et la plus neutre possible sur laquelle on peut tous s'accorder. Alors, bien sûr, on pourrait compliquer cette définition de la traduction, hein, puisqu'après, on va avoir donc, les traductions littérales, les traductions interprétatives, etc., l'impossibilité de traduire. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, ce n'est pas mon propos, puisque les traductions auxquelles nous allons avoir recours ici dans le défi anglophone, eh bien, sont des traductions assez basiques puisqu'on s'adresse à un niveau grand débutant. Donc, voilà, ça ne m'intéresse pas de creuser ce qui est de l'ordre de l'intraduisible ou ce qui est de l'ordre de l'interprétation. Donc, on va s'arrêter à cette définition-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu dans l'histoire de la didactique, quelle a été la place de la langue maternelle et des traductions. Si on remonte antérieurement aux années 80,
on était dans ce qu'on appelle l'approche traditionnelle des langues. Et à cette époque-là, la traduction avait une approche absolument prépondérante, absolument très importante, c'était une grosse part. En fait, la traduction et la grammaire, c'était les deux activités principales de la classe de langue. Et de la classe de langue vivante ou de la classe de langue morte, puisque on enseignait les langues vivantes comme on enseigne le grec et le latin, et avec donc des exercices notamment de version et des exercices de thème. Euh, Bon, alors je dis antérieurement aux années 80, mais il reste un certain nombre d'archaïsmes. Je parle d'archaïsme parce que je crois que c'est vraiment pas une démarche volontaire, mais si on prend le ministère de l'Éducation nationale en France, pour recruter les professeurs, et notamment recruter les professeurs de langue, il y a toujours des activités, des exercices de concours qui consistent à faire de la version et du thème. Alors, on peut le regretter, mais en tout cas, c'est toujours le cas. Et peut-être que vous aussi, dans vos ministères de l'éducation respectifs, dans vos différents pays, il y a aussi ce type d'exercice demandé lors des concours ou lors des examens du professorat. Alors, passé les années 80, on a eu une autre approche qu'on appelle l'approche communicative. Donc, peut-être vous avez entendu parler ou peut-être que vous étiez vous-même chambre de cette approche. Ou alors là, justement, on a réalisé qu'on enseignait un petit peu les langues vivantes comme des langues mortes et on a placé le curseur sur la communication, sur beaucoup plus de pragmatisme, sur beaucoup plus d'oral. Alors, on a vu aussi l'aspect négatif, le revers de la médaille, si je puis dire, dans cette approche, puisque on avait des approches par dialogue, des canevas qui étaient déjà préfabriqués, et il y avait voilà, des trous, des éléments uniquement à compléter. Ce qui fait qu'on était certes dans une approche communicative, orale, plus pragmatique, mais les éléments de la phrase, j'entends par là les éléments syntaxiques, la construction de la phrase n'était pas réellement digérée, puisqu'il y avait très peu de grammaire, bon, pas d'activité de traduction, mais ça à la limite. Mais voilà, donc voilà, rapidement, on a mis de côté l'approche communicative, où là, pour le coup, il y avait absolument zéro traduction. Puis ensuite, on est passé sur l'actionnel. Donc, l'actionnel, c'est le paradigme dominant, hein, soyons clairs, depuis 2001, avec la fameuse parution du cadre européen commun pour les langues, donc qui est à la base un texte politique hein, qui émane de nos institutions européennes, et puis qui est ensuite devenu plus ou moins mondial, hein, puisque des pays autres que des pays européens se réclament aussi maintenant du CE-CRL. C'était définitivement un tournant dans l'histoire de la didactique, avec donc, on a gardé cette partie positive de l'approche communicative, hein, on a gardé cette approche très pragmatique, on a rajouté que l'apprenant est davantage encore au centre de son apprentissage, et puis des éléments comme la grammaire inductive et d'autres. En tout cas, ce qui est commun à ces deux approches, en tout cas l'actionnel de 2001, c'est le fait de bannir la langue maternelle de la classe de langue. Tout devait être monolingue et tout devait être entièrement inductif. Alors, qu'est-ce qu'il en est de maintenant? Alors, on est toujours hein, dans l'actionnel, ça reste toujours le paradigme dominant, même si on entend quelques voix discordantes, dissonantes, nous dire attention, il y a peut-être des choses à revoir aussi dans l'actionnel, mais malgré tout, ça reste vraiment la théorie de laquelle se réclament la plupart des enseignants, et je crois avec raison. Mais il y a des petits bémols, des petites modifications qui ont été faites récemment à l'approche actionnelle et à ce cadre. En 2018, peut-être que ça ne vous aura pas échappé, il y a eu un addendum qui a été publié. Et je lis, parce que je crois qu'il est important de le faire, le titre de cet addendum, Les nouvelles échelles vers une didactique plurilingue et pluriculturelle et une médiation renforcée.
Donc, il y a des nouveaux mots qui sont apparus, didactique plurilingue. Avant, dans les textes de 2001, on n'avait pas cette notion de plurilingue. On parlait de la langue cible, que tout devait être fait en langue cible, etc. Mais le fait de faire des ponts avec différentes langues, dont par exemple la langue maternelle, ce n'était pas du tout des choses qui étaient abordées dans l'approche initiale, dans le texte initial. Pluriculturel. Alors, évidemment, il y avait déjà l'approche des différentes cultures et notamment des cultures francophones au pluriel. On sortait de la culture hexagonale. Voilà. Mais voilà, encore une étape, on prononce plurilingue, pluriculturel et le terme de médiation renforcée. Médiation, hein, je crois que tous vous en avez entendu parler ces 3 dernières années, on entend beaucoup parler de la médiation. Et je veux m'arrêter un petit peu là-dessus, puisque quand on lit le chapitre sur la médiation, eh bien, la traduction fait partie des activités de médiation au sens du CECRL. Donc, la médiation, c'est une compétence qui doit être travaillée, qui a même été rendue obligatoire dans certains ministères. Et donc, la traduction, qu'est-ce qu'on entend par traduction? Alors, attention, on n'entend pas, certainement pas par traduction dans l'esprit de médiation, version et thème. Pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire de la médiation interlangue et intralangue. Alors, la médiation intralangue, on va peu en parler parce que ce n'est pas notre objet ici, mais interlangue, ça nous intéresse parce que c'est aussi donc, dans cette démarche que s'inscrit Défi version anglophone, le fait d'utiliser ponctuellement donc, la langue maternelle des apprenants, à savoir l'anglais, et de faire des ponts, des comparaisons, de s'intéresser pourquoi pas aux faux amis, de comparer les structures grammaticales, etc. Donc, on voit vraiment que la place de la langue maternelle et des traductions a vraiment évolué, puisque finalement, donc, avant les années 80, c'était l'élément fondamental, c'est ce qu'il fallait savoir faire, la version, le thème, la grammaire. Ensuite, 80-90, début de la décennie 2000, on ne devait plus en entendre parler, tout en langue cible, tout en inductif, tout en actionnel à 100%. Et puis, de nouveau, depuis 2018, donc un retour à la médiation et à l'intérêt de comparer les langues et de pourquoi pas utiliser la langue maternelle et l'apport de la traduction qui apporte également quelque chose en termes culturels. Et j'y reviendrai. Ce n'est pas seulement une aide linguistique, mais c'est aussi une porte culturelle. Donc voilà un petit peu théoriquement où nous nous situons. Alors finalement, quel est l'intérêt de la traduction en classe et du coup, quel est l'intérêt aussi d'utiliser peut-être plus la version anglophone pour vos apprenants que la version monolingue tout en français? Alors, plusieurs éléments. D'abord, la traduction sporadique de quelques termes peut permettre à l'occasion de débloquer la communication. Alors, souvent, c'est un exemple que je prends quand j'anime des ateliers en présentiel. On dit toujours que la grammaire, c'est quelque chose d'important, que le vocabulaire aussi. Mais regardez, si je prends un exemple, si je vous dis orage, violent, pluie, accident, vous voyez, il n'y a aucun élément métalinguistique, aucun connecteur logique, aucun élément de syntaxe, uniquement des mots, je vous ai cités. Malgré tout, je suis sûre que vous avez une idée de la thématique de ce que je veux dire. C'est comme un espèce de bulletin météo. Qu'est-ce que je veux vous montrer à travers cet exemple? Sans vocabulaire, les apprenants ne sont rien au niveau débutant. Avec une grammaire fautive, ils vont pouvoir s'exprimer de façon un petit peu erronée. Il y a une partie du sens qui va peut-être être beaucoup moins nuancée, mais en tout cas, sans vocabulaire, ils ne pourront pas s'exprimer du tout s'ils n'ont pas les mots. Et donc, le fait d'avoir un apprenant qui souhaite s'exprimer et qui va être bloqué parce qu'il ne connaît pas ce mot-là, et en tant qu'apprenant grand débutant, il n'aura pas la possibilité d'avoir recours à des synonymes ou de faire des paraphrases, des périphrases pour pouvoir s'exprimer. Donc, à cette occasion-là, pourquoi bloquer l'apprenant alors qu'on va lui donner simplement une clé, un mot, et qu'il va pouvoir poursuivre le fil de la discussion. Donc, pourquoi bannir la traduction? Non, quand il s'agit de donner un terme de temps en temps, pourquoi pas? Donc ça, c'est le premier intérêt.
Deuxième intérêt, la traduction, ça peut être un bon moyen de guidage de la réflexion comparative. Et on prend un mot et puis on va donner sa traduction et peut-être s'apercevoir que là, bah, c'est un faux ami. En fait, ces deux mots, ils se ressemblent, mais en anglais et en français, ils ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant puisque on sait que quand on est locuteur d'une langue, on va avoir tendance, le groupe du même locuteur de la même langue va avoir tendance à faire le même type d'erreur. Donc, quand on a un groupe qui est relativement homogène, en tout cas qui a une langue commune, que ce soit la langue maternelle ou une langue tierce, ça peut être intéressant de prendre voilà, quelques éléments de comparaison et ça peut être donc des activités de remédiation ou éviter en tout cas des erreurs courantes chez des mêmes locuteurs. Également aussi, et ça je pense que c'est très important pour les débutants, ça permet de sécuriser les élèves, ça permet de les rassurer. Quand on est grand débutant dans une langue et qu'on se retrouve avec un livre entièrement en français alors qu'on n'en a jamais fait, ça peut un peu faire peur. Parfois à tort, puisque finalement c'est les mêmes termes qu'on va retrouver, qu'il va y avoir une progression lente, etc. Mais malgré tout, dans l'esprit des élèves, ça peut un petit peu insécuriser. Puis si on a des jeunes apprenants, le fait d'avoir des traductions, ça va permettre aussi aux parents ou à d'autres personnes de pouvoir regarder le livre, de comprendre un petit peu quels sont les objectifs. Et puis enfin, le fait d'avoir recours à la traduction de façon ponctuelle, ça va vous permettre à vous, en tant qu'enseignant, de finalement contrôler un petit peu la compréhension des apprenants, leur accès au sens, de vérifier qu'ils ont bien compris, qu'ils suivent, parce que voilà, il y a un petit peu d'anglais dans l'ouvrage, et notamment pour la partie grammaticale, qui est sans doute la partie la plus sensible, et notamment chez des apprenants anglophones. Donc voilà, quelques éléments qui peuvent voilà, pencher vers un travail aussi à l'aide de cette version anglophone. Alors, à présent, je veux m'arrêter en particulier sur le travail du lexique dans cette collection de défis et plus particulièrement donc, dans la version anglophone. Alors, au niveau de l'enseignement du lexique, ce qui vraiment est à mettre de côté, c'est d'enseigner un mot isolément de son contexte. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite ne pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vous ai expliqué qu'il y avait un glossaire français-anglais à la fin du livre, mais c'est certainement pas pour apprendre la liste lettres de l'alphabet par lettre de l'alphabet. C'est pas l'objectif. Souvent, donc tout ce qui est dictionnaire, ça a été décrié justement à cause de ces excès anciens de méthodes grammaire-traduction dont on a parlé, cette fameuse approche traditionnelle. Mais quand même, le dictionnaire ou le glossaire, hein, c'est la même chose, qu'il soit en ligne ou qu'il soit version papier, peut quand même être utilisé, je pense, dans deux cas et de façon utile et pertinente. Dans le cas de l'urgence de la lecture, euh, donc pour ne pas bloquer la communication. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir se référer au glossaire. J'ai un mot là dans mon exercice, il me bloque pour faire l'exercice. C'est dommage parce que ce n'est pas le but de l'exercice forcément de comprendre ce mot. Néanmoins, je n'ai pas envie de construire une phrase si pour m'exercer sur une activité syntaxique, si je ne connais pas le mot que je suis en train d'écrire. Donc là, le fait d'avoir le glossaire, par exemple, c'est quelque chose qui va pouvoir aider. Ce qui est mieux encore, c'est d'utiliser le glossaire comme activité de vérification. C'est-à-dire que de par le contexte, je me fais une idée de la signification du mot, mais je ne suis pas sûre, ça va me rassurer, je vais aller vérifier. Et donc là, au lieu d'avoir donc l'ensemble du dictionnaire, je vais avoir vraiment les mots à acquérir par unité. C'est aussi quelque chose qu'on reprend dans nos lectures de français facile. Vous savez qu'on a plusieurs titres de lecture de français facile, dont une collection qui s'appelle 24 heures A, qui va s'enrichir d'un nouvel opus. Et à chaque fois, vous avez enfin un glossaire. Donc là, il est anglophone, mais il est aussi dans d'autres langues. Et là aussi, donc, c'est vraiment dans le but de vérifier la bonne compréhension de la lexie, mais en essayant de se dire que c'est vraiment de la vérification parce qu'on a déjà une idée par rapport au contexte. Donc, dans cette collection défis, que ce soit la version francophone ou anglophone, on s'est appuyé notamment sur les travaux d'Anne Tréville, qui visent donc à rénover cette pratique dictionnérique et qui incite donc les apprenants à construire leur propre glossaire. Donc,
on a le glossaire pour nous rassurer dans la version anglophone français-anglais, mais on va inviter les apprenants à construire le leur de glossaire, de travailler le mot, mais de travailler ses réseaux et ses contextes. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations de mon propos. Vous voyez ici à l'écran donc un exemple donc, de défi version anglophone. Donc vous avez, vous le voyez, donc une capture d'écran de ce défi 1 version anglophone, une unité, l'unité 3, qui est donc l'unité sur la famille, hein, donc un des thèmes incontournables au niveau A1. Donc, vous observez, hein, donc, on va retrouver tous les énoncés en anglais. Donc, exemple dans le avant de lire, which words do you associate with the family, with the document, circle the words mentioned in the previous activity, etc., etc. Vous voyez des mots comme previous, précédemment. L'apprenant, il ne sait pas forcément niveau A1, il ne comprend pas forcément le mot précédemment et ça ne fait pas forcément sens qu'ils viennent le comprendre. Donc, le fait d'avoir tout en anglais, ça simplifie les choses. Au niveau donc du lexique, vous avez donc là ici en bas de la page le panier de lexique. Et donc je vous l'ai remis en gros encadré en rouge, le panier de lexique, avec une question ici. What words about the family have you learned? Write them down. Donc ici, on va être dans une collecte des mots. C'est-à-dire donc que l'apprenant, il aura écouté une vidéo dans la double page découvrir, il aura également vu textuellement à travers des affiches de films, des extraits de magazines, etc., un certain nombre de mots revenir. Et il y a certains mots qu'il veut noter puisqu'il va considérer que ce sont des mots-clés pour s'exprimer sur la thématique. Et à travers cette icône du panier de lexique, il va en faire la liste. C'est important le fait que ce soit lui-même qui fasse la liste. Et alors à ce moment-là, qu'il fasse sa liste uniquement avec les termes en français ou bien avec la traduction à côté pour lui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qu'il pourra comparer aussi après avec le glossaire si il le souhaite. Donc c'est une démarche, cette démarche du panier de lexique qu'on peut vraiment faire à tous les niveaux, hein. Donc là, c'est au niveau A1, mais on peut la faire aussi à d'autres niveaux. Alors, on va passer voilà, à la diapo suivante. Il y a un petit temps de retard. Donc ici, justement, vous avez un exemple donc, de défi, cette fois-ci la version internationale, puisqu'on est sur le défi 4, donc qui correspond à un niveau B2. Et là, on est sur une double page, donc découvrir cette fameuse double page culturelle, où on va s'intéresser à la société qui se prend au jeu. Hein. C'est-à-dire que ce soit pour aller faire ses courses, pour aller visiter un musée, pour se déplacer, même pour séduire, on va passer par tout un tas d'applications. Et au niveau B2, on est déjà dans une démarche un petit peu réflexive et on va se demander eh bien, pourquoi il faut que tout passe par le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une société qui s'ennuie, une société du zapping, de la lassitude? Il faut que tout soit ludique. On va s'interroger là-dessus. Donc, à cette occasion-là, dans les documents déclencheurs, on va avoir tout un champ lexical autour de l'ennui, de la lassitude, du jeu, etc. Et là, on va retrouver donc notre même activité panier de lexique. Et donc ici, donc, quel mot de l'ennui et de la lassitude voulez-vous retenir? Écrivez-les. Donc voilà, donc là la question est en français puisqu'on est sur le niveau B2. Donc, mais cette même technique de venir collecter, que les apprenants eux-mêmes collectent les mots qui les intéressent et qui se rapportent donc à la thématique vue dans l'unité. Voilà, collecte des mots uniquement en français ou en parallèle aussi dans leur langue si ils le souhaitent. Alors, quel est l'intérêt de travailler le lexique comme ça par ce panier de lexique, hein? C'est quasiment une métaphore agricole, comme on collecterait des fruits et des légumes, on va venir collecter ces mots. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une manière de conscientiser un travail de mémoire involontaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Une mémoire involontaire parce que dans la vidéo, dans les documents audiovisuels, il y a un certain nombre de mots qui ont été entendus. Donc, imprégnés, les apprenants sont dans un bain linguistique. Ces mêmes mots, ils vont les revoir dans d'autres documents, dans d'autres documents en contexte. Néanmoins,
tant qu'ils n'en auront pas fait le relevé eux-mêmes, c'est de l'ordre de l'involontaire. Donc là, le fait de collecter eux-mêmes, de formaliser, de eux-mêmes prendre le crayon, ça ne va pas produire le même effet au niveau de la mémoire. Et à ce sujet, je vous cite Jean-Luc Berthier, qui est un neurolinguiste qui intervient ponctuellement pour les éditions Maison des Langues et dont je vous recommande la lecture. Vraiment quelqu'un de passionnant et qui nous explique qu'il y a une suprématie écrasante du cerveau dit producteur sur le cerveau dit récepteur. Donc là, en l'occurrence, dans notre apprentissage du lexique, le cerveau producteur, eh bien, c'est celui donc qui va, l'apprenant qui va collecter son lexique, qui va faire la démarche lui-même de relever ses mots quand on va lui demander donc de les collecter, plus que de lui fournir une liste de mots. Encore une fois, hein, le glossaire, il est là en plus pour venir rassurer l'élève dans sa phase de révision, pour venir vérifier la signification de la lexique. Donc, il aura une idée peut-être par le contexte, mais pas de façon précise. Alors, ici, vous avez donc encore d'autres activités pour travailler le lexique, donc, notamment avec un travail des colocations et des co-occurrences. Les colocations, hein, ce sont ces mots qui viennent souvent ensemble. Vous avez ici plusieurs exemples à l'écran. Donc, c'est une activité qu'on appelle les mots assortis. Donc, toujours pour continuer sur cette thématique de l'unité autour de la famille. Donc, vous allez avoir des mots comme père, mère, fils, fille, qui sont des classiques, hein, des mots de vocabulaire qui doivent être retenus dans cette unité. Et ces mots, eh bien, ils vont venir fréquemment avec d'autres adjectifs du type grand pour former le grand-père ou le beau-père ou le petit-fils ou le fils cadet, etc. Et finalement, donc, il y a comme un espèce de jeu de domino avec donc un mot central comme le père, la mère, et puis on va ajouter un domino à gauche ou à droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail autour des colocations. Donc, vous voyez, là aussi, pardonnez-moi. Donc, dans cette activité-là, on a donc la consigne qui vient en anglais, form the most family relationships possible using the words in bold. Donc, the words in bold étant le père, la mère, le fils, etc., les mots en gras et ces adjectifs additionnels qu'on va placer à gauche, à droite. C'est le cas pour des mots de lexique, mais c'est aussi le cas pour des expressions. Donc, autre thématique habituelle du niveau A1, tout ce qui va être autour du logement, de la maison. Donc, c'est bien sûr une des thématiques qui va être abordée dans le défi 1, que ce soit anglophone ou monolingue français. Donc, vous allez avoir habiter dans un appartement, dans une chambre, le centre-ville, une maison, un studio, etc. C'est-à-dire que le mot habiter dans, le groupe verbal habiter dans, va venir fréquemment avec ce genre de groupe domino. Et donc, on va apprendre les mots en réseau. C'est vraiment la stratégie pour l'acquisition du vocabulaire dans la collection défi. Encore une fois, donc l'enjeu au niveau du vocabulaire est particulièrement important à tous les niveaux, mais spécifiquement pour le niveau A1, puisqu'encore une fois, grammaticalement, on va pouvoir s'exprimer de façon fautive, mais au niveau du lexique, on ne va pas pouvoir s'exprimer du tout si on n'en a pas. Alors, je passe à ma diapositive suivante, toujours autour du lexique, mais pour faire le lien entre le lexique et la culture, puisque tout à l'heure, souvenez-vous que dans l'addendum du CECRL, on parlait de dynamique plurilingue et pluriculturelle. Alors, un petit mot que vous connaissez peut-être, le mot de lexiculture. Plus qu'un mot, c'est un concept qui a notamment été développé par le linguiste Robert Gallisson et qui est défini par lui-même comme le fait d'entrer dans la culture par les mots afin de solidariser et d'intégrer langue et culture dans un même enseignement-apprentissage. Un petit peu plus loin dans sa carrière, il va encore passer une étape et cette fois-ci, il parle plus de lexiculture, mais de pragmatique lexiculturelle. Et il nous parle de l'affirmation forte du lien indissoluble entre la partie idiomatique et la partie culturelle.
Donc ça, c'est vraiment intéressant de travailler le vocabulaire, pas uniquement pour sa charge linguistique, mais également pour sa charge culturelle. Et pour un certain nombre de mots, c'est vraiment pertinent. Je vous ai mis un exemple à l'écran qui est l'exemple d'une unité qui vient traiter du rythme de vie. Hein. Donc, ça va nous permettre de travailler notamment sur ces fameux verbes réfléchis, hein, s'habiller, se réveiller, etc. etc. À cette occasion-là, on va utiliser un document déclencheur, document authentique, autour de l'organisation de la journée du travail au Québec. Et donc, à cette occasion-là, on va voir des mots comme petit déjeuner, dîner ou souper. Et ça va être intéressant puisque dans notre encart Abon, qui est un petit peu l'encart civilisationnel, si je puis dire, pour relever des faits intéressants, des faits qui, voilà, qui peuvent être un petit peu surprenants, on va s'arrêter justement sur ces mots. Alors, je vous lis ce qu'il y a dans cet encadré ici, autour donc de ces termes du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. La langue française varie dans chaque pays francophone. Par exemple, le matin, les Français prennent le petit déjeuner, mais les Belges et les Québécois déjeunent. Le midi, les Français déjeunent, mais les Belges et les Québécois dînent. Le soir, les Français dînent, mais les Belges et les Québécois soupent. Donc, c'est intéressant. Alors, plus tard, j'ai eu d'autres exemples de francophones de langue maternelle, mais de régions différentes de la mienne. Moi, je suis originaire de Lyon. On m'a dit, oui, mais moi aussi, dans ma région, en France, on dit souper. Donc, tout ça, c'est une réflexion intralangue, là, pour le coup. Et c'est intéressant donc, pour la charge culturelle aussi qu'il y a derrière les mots. Et puis, bien sûr, il y a aussi un aspect très pragmatique hein, de savoir finalement, est-ce que je viens pour le repas du midi ou est-ce que je viens pour le repas du soir? Bien, si je dis déjeuner, ça peut être les deux, mais tout dépend dans quel pays francophone je me situe. Alors, hop, les diapositives sont un peu longues à passer. Je vous demande un petit instant. On devrait avoir la diapositive suivante qui va s'afficher. Voilà. Donc, autre élément également dans le lexique, dans les stratégies d'apprentissage du lexique, le lien affectif qu'il y a entre l'apprenant et les mots de la langue cible. Donc, pour le rassurer, donc, on a cette présence de l'anglais, mais pour l'inciter, pour l'inviter à s'exprimer davantage, ne pas hésiter donc, à créer ce lien affectif. Et ce lien affectif, il peut être créé de façon très simple, sans cesse, hein, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le défi, de mobiliser l'expérience, de mobiliser le vécu, de mobiliser l'opinion des apprenants. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on va faire de façon beaucoup plus développée, on pourra le faire dans les niveaux plus avancés, mais dès le niveau débutant, ça passe par des questions comme, voilà, quand on va apprendre le nom des commerces, donc la boulangerie, la pharmacie, la charcuterie, etc., on va avoir des questions du type dans quel commerce allez-vous le moins ou le plus souvent? Et donc l'apprenant, il va parler de lui. Ah ben voilà, il va jamais à la boulangerie ben parce que je sais pas, il veut faire un régime, du coup il lui faut pas de sucreries ou je sais pas. En tout cas, le fait qu'il s'exprime lui-même et souvent que ça soit relié dans son esprit, que ce soit dit ou non à une anecdote, va faire en sorte qu'il va mieux retenir le vocabulaire et mieux s'impliquer dans le cours. Donc ça aussi c'est quelque chose que l'on recommande et pourquoi pas voilà, que cette anecdote, si elle vient dans la langue maternelle de l'apprenant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il associe l'objectif, donc ici, le mot du commerce, donc boulangerie, pour citer que cet exemple. Alors, donc autre façon aussi de creuser cette thématique du lexique, ça va être donc toute la partie digitale que vous pouvez utiliser. Donc, voilà, il y a plein d'idées, hein, de ressources. Ça va être Kaggle ou Quizzes ou Padlet ou Kahoot, ce sont peut-être des outils que vous utilisez déjà. Donc, vous allez pouvoir créer des quiz, par exemple. Donc, ça peut être des quiz justement avec le mot en langue maternelle et puis le mot en langue cible, ou bien ça peut être un mot synonyme, ou ça peut être une définition. Il y a plein de choses à penser. Ça peut être via l'outil digital, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en classe entière de façon plus traditionnelle aussi. Le Padlet
pour créer des murs virtuels ou encore Kaggle pour créer des cartes mentales en ligne. Et donc, voilà, les cartes mentales, c'est quelque chose voilà, que vous pouvez très bien faire aussi sur papier. Ça marche aussi. En tout cas, c'est tout un tas d'astuces aussi, en plus voilà, de ces traductions, de ces périphrases que vous pouvez mobiliser pour faire mieux retenir le lexique à vos apprenants. Donc, tous ces éléments-là, c'est la partie tutoriel TIS que vous avez sur la plateforme Espace Virtuel. Donc, n'hésitez pas à visiter cette section de notre plateforme Espace Virtuel si vous ne connaissez pas cette section. Il y a plein d'idées intéressantes pour travailler notamment le vocabulaire de façon digitale, entre autres. Je vous parlais donc de la création du lien affectif entre l'apprenant et la langue cible. Donc, je vous ai pris un exemple de défi anglophone, donc niveau débutant. C'est quelque chose qu'on va pouvoir creuser sur les niveaux plus avancés. Vous avez un exemple de défi, cette fois-ci 5, donc le niveau C1, où là, on a une unité sur le pardon, un grand thème universel, et on va avoir un défi. Donc, le défi, c'est évidemment dans la perspective actionnelle, c'est ce qu'on appelle donc la tâche finale ou le projet final, enfin quel que soit le nom qu'on va lui donner, qui vise en tout cas à réutiliser l'ensemble des éléments à la fois lexical, grammatical, mais aussi culturel pour réaliser une tâche, un projet. Et donc là, dans cette unité, on va demander d'écrire une lettre pour demander pardon. Et donc, évidemment, il y a un certain nombre de contraintes, mais les apprenants vont pouvoir s'exprimer librement sur un sujet qui les touche. Donc, ça peut être un sujet environnemental. Dans l'exemple, on suggère de demander pardon à la Terre, mais ça peut être aussi pardon à un ami, pardon à tout un tas de choses. Mais en tout cas, de faire exprimer les apprenants sur des sujets qui les touchent, c'est aussi une des clés pour que le vocabulaire soit digéré, réutilisé en contexte et puis qu'il soit gardé sur le long terme. Donc finalement, les étapes de l'acquisition du lexique, l'imprégnation des termes, dès le commencement dans Défi, avec les doubles pages découvrir, avec les vidéos, les audios, les textes. On récolte au fur et à mesure, de façon individuelle, l'apprenant pour qu'il agisse lui-même. On enrichit, on va ajouter petit à petit des synonymes, etc. On réfléchit sur des thèmes qui l'intéressent, on s'entraîne, bien sûr, les activités de systématisation, et à la fin, on réemploie, on s'approprie, et ainsi, on garde le vocabulaire dans la durée, et on est capable de le remobiliser à bon escient. Quelques exemples également de cartes mentales dont je vous ai parlé ici sur le logement et puis une autre sur les spectacles. Une carte mentale déjà constituée, mais vous pouvez en faire constituer d'autres sur les différentes thématiques. J'en viens maintenant dans le temps qui nous reste à la partie grammaticale qui est ô combien importante pour nos apprenants et notamment nos apprenants anglophones. Je vous mentionnais donc cet encart du travailler la langue. Donc, ce sont des encarts qu'on retrouve après la double page culturelle, la double page découvrir, après avoir travaillé le sens des documents. Donc, vous voyez ici qu'on est sur des éléments bilingues, les explications bilingues, donc les énoncés. J'ai continué mon exemple autour de la famille. Donc, les énoncés, 2 by 2, try to define the following family words using a dictionary if necessary. Et puis, on va avoir l'exemple de la tante, c'est la sœur du père ou de la mère, c'est aussi la femme de l'oncle. Donc, on va continuer avec d'autres activités d'induction grammaticale. Create 3 riddles, then make a classmate guess the answers. C'est la mère du mari, c'est la belle-mère, oui, etc. Et vous allez avoir le tableau grammatical en anglais avec les explications en anglais. Donc ici, on va venir travailler les déterminants possessifs, donc ma, ta, sa, etc. Donc évidemment, le fait qu'il y ait un genre en français, le féminin et le masculin, va ajouter une difficulté pour nos apprenants anglophones. Donc, on va avoir des explications. Hein. Donc, on voit singular, plural, masculine, feminine. We use mon, ton, son before a feminine word, beginning with a vowel or a silent H, etc. Donc, on va avoir des explications grammaticales qui vont être aussi en anglais.
Mais outre le fait d'avoir donc les énoncés des activités grammaticales, des explications complémentaires sur ces tableaux, je vais aussi pouvoir utiliser d'autres ressources. Et c'est notre diapositive prochaine qui va arriver. Hop là. Qui va arriver très bientôt. Voilà. Donc, au-delà du tableau qui est donc dans la double page leçon, le fait de pouvoir aller également sur le précis grammatical, qui est entièrement en anglais. Donc, toujours pareil, on était sur les déterminants possessifs. Donc, vous avez vu qu'on a travaillé ça de façon inductive, donc avec des questions guidées, mais quand même, les apprenants doivent compléter. Eh bien, ici, dans le précis grammatical, on renvoie les apprenants de la page leçon vers le précis. Et là, tout est expliqué en anglais. On a vraiment la règle formalisée dans son ensemble avec toutes les solutions. Il n'y a plus rien à compléter. Et ça, c'est définitivement quelque chose qui va rassurer les apprenants. Donc, hormis ces éléments-là, on va donc devoir s'entraîner. Donc, ça passe par la systématisation dans le cahier d'activité. Et là encore, donc, tous les énoncés sont en anglais. Donc, on aura eu les explications grammaticales à la fois du tableau de leçon, du précis, plus les activités, donc partiellement en anglais pour venir s'entraîner. Et si tout cela n'est pas suffisant, eh bien, on a aussi une vidéo donc en version anglaise qui vient présenter le point grammatical. Et j'aimerais vous montrer un exemple à présent. Donc, je vais lancer la vidéo. Donc, voilà, elle va arriver d'ici quelques instants. Voilà. In French, as in other languages, nouns are normally preceded by articles. Le chat, les croissants, la table, la cafetière, un chat, des croissants, une table, des cafetières. For many French students, it is difficult to know when you need to use an article and which article you need to use. There are two types: definite articles and indefinite articles. Articles always match the noun they refer to in terms of both gender and number. Le chat, la chatte, les chats, les chattes. Voilà. Donc, je ne vais pas vous mettre la vidéo en entier. En tout cas, vous voyez donc, que c'est une vidéo où on a les explications en anglais. Le fait aussi que ça soit une vidéo, donc que ça passe par l'image, ça va bien sûr aider la compréhension du point de grammaire. Donc, il y a ainsi tout un tas de capsules de grammaire qui sont présents sur la plateforme que vous pouvez donc évidemment consulter quand vous avez des filles version anglophone, mais même également avec la version tout en français, vous avez l'accès à ces vidéos. Et puis, si tout cela n'est pas encore suffisant et que vous avez encore besoin davantage de grammaire, sachez qu'on a aussi un ouvrage de grammaire qui s'appelle French Grammar in 44 Lessons and Over 230 Activities, qui est une édition donc entièrement bilingue avec toutes les explications en anglais. Et là, on fait que de la grammaire et ça peut être un soutien efficace, complémentaire à des filles si les apprenants ont encore besoin d'explications grammaticales complémentaires. Alors, je vois qu'on est presque arrivé au temps. Alors, je vais passer à la diapositive suivante, si notre ordinateur veut bien. Je vous demande un petit instant.
Voilà. Et donc, je vais finir mon propos très rapidement par la partie donc, pluriculturelle. Et donc, vous avez à l'écran donc, quelques jolies doubles pages. Hein, puisque vous voyez, il y a un aspect définitivement magazine dans cette collection défis. C'est agréable visuellement. Donc, vous voyez que toute la francophonie est représentée. Hein. Donc différents pays francophones, que ce soit la Belgique, le Canada, les pays du Maghreb, etc. Et une culture qui est, voilà, on essaye pas trop stéréotypée, hein, avec des documents authentiques et qui justement va au-delà des clichés ou qui fait réfléchir également sur les clichés. Ces doubles pages, elles sont aussi disponibles en version anglaise avec des éléments spécifiques sur le Canada qu'on peut retrouver sur la plateforme Espace Virtuel. Ainsi, par exemple, la Zinek Parade, qui est un carnaval à Bruxelles, eh bien, on peut retrouver une étude alternative avec le carnaval de Québec. Et donc là, on va avoir également tout en anglais d'un pays voilà, qui est bilingue avec le Canada. Donc, c'est une alternative d'utilisation. Voilà, alors vous avez d'autres exemples. La gastronomie d'outre-mer qui est devenue donc la cabane à sucre avec donc une version anglophone et donc là aussi qui met en avant en particulier le Canada. Donc, toute la partie actionnelle de la méthode, ben, vous l'avez compris, ça passe notamment par ces défis, mais c'est aussi tout en filigrane de la méthode. Et donc là, je vous avais mis un exemple de ces fameux défis. Donc, vous aviez dans le défi C1 sur la lettre de rédaction pour demander pardon. Et donc, dans le défi anglophone A1, toujours autour de la famille, là, le défi, c'est You are going to draw the family tree of a classmate. Et puis, vous avez le début d'un exemple. Et puis là aussi, ça marche avec un certain nombre de contraintes. Mais vous voyez, c'est en binôme, ça engage la communication et puis ça engage le vécu des apprenants. Alors, j'en viens à ma conclusion. J'aurais pu vous dire encore plein de choses sur cette belle collection, mais il faut qu'on mette fin. Et puis, j'aimerais laisser un petit temps aussi à vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on retient de Défi version anglophone? C'est une méthode qui est innovante, qui est actionnelle, qui est inductive, qui permet de découvrir les cultures francophones. Donc, ça, c'est vrai de l'édition monolingue ou de l'édition anglophone. Et ce qu'il y a en plus dans l'édition anglophone de Défi, c'est que ça devient une méthode qui est rassurante, qui est méthodique, qui est plus complète et qui s'adapte également donc, à des cours, que ce soit en présence, en ligne ou en hybride. Donc au final, on a une grammaire qui est expliquée dans la langue maternelle des apprenants, ou en tout cas une langue connue des apprenants. On a les énoncés qui sont traduits, on a les mots-clés de vocabulaire qui sont traduits, ce qui fait que c'est plus rassurant. Ça reste résolument actionnel, ce n'est pas un retour en arrière, et on est tourné vers l'ensemble des cultures francophones. Donc c'est vraiment une jolie méthode. Je vous ai mis ensuite quelques éléments théoriques de bibliographie. J'ai cité, hein, si ça vous intéresse, autour de la médiation, autour de la traduction. Annie Bott avec la traduction comme activité médiatrice dans un cours de FLE de 2016, des références plus classiques également, et puis aussi sur le travail de mémorisation. Voilà, vous avez quelques références à l'écran. Et puis les références de nos ouvrages, donc évidemment en tête de gondole le défi 1 version anglophone dont je vous ai parlé, et puis la suite avec les niveaux monolingues du A2 jusqu'au C1, et cet ouvrage de grammaire, French Grammar, qui peut être également une ressource intéressante en complément. Alors, je vais m'arrêter de parler puisqu'il est déjà un petit peu tard et je vais prendre éventuellement des questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à me les adresser via le chat si vous avez quelques questions. Vous pouvez également m'écrire par mail.
Une fois que vous aurez regardé tout cela, mon adresse mail e.claude@emdl.fr, elle s'affiche sur vos écrans. Vous avez également mon numéro de téléphone portable professionnel qui est également disponible sur WhatsApp. Je sais que c'est un canal privilégié de communication pour beaucoup d'entre vous. Donc, il ne faut pas m'hésiter à m'adresser vos questions, que ce soit donc sur défis d'une façon générale ou défis en particulier sur la version anglophone que je vous ai présentée ce jour. Et pour toute question plus générale ou technique, vous avez donc l'adresse générique fleu@emdl.fr. Alors, écoutez, je crois qu'on va mettre fin à ce webinaire. Je vous rappelle donc que vous allez recevoir à la suite de ce webinaire un certificat de participation à celui-ci, mais également un questionnaire de satisfaction. Et puis également, donc, l'enregistrement sera dans son entièreté disponible dans les prochains jours. Et donc, vous aurez tout loisir de réécouter certains passages si je suis allée un peu vite. Écoutez, je vous souhaite une excellente continuation et puis de découvrir ces jolies collections et notamment Défi version anglophone.